Justement, ce paysage pourrait-il vous inspirer, Maëlys, hein, ce paysage de montagne? Alors, il pourrait, bien sûr, enfin, je- j'ai écrit j'ai écrit une nouvelle qui se passait par exemple en Ardèche, mais si vous voulez, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tant, ce qui est intéressant dans le paysage, c'est comment la forme topographique ou géomorphologique ou le climat reconduit à un sujet possible. Ce qui m'intéresse dans la montagne, c'est pas tant la montagne comme décor, c'est par exemple, le rapport à la soudaineté des changements climatiques, le côté justement cloisonné d'une vallée, comment ça communique, la circulation, le relief par exemple. Mais si vous voulez, la fascination pour les paysages, c'est pas quelque chose que je ressens particulièrement. Vous voyez, d'être totalement fasciné par un paysage. En revanche, les paysages peuvent porter des histoires, des idées. Ça, je trouve ça, et toujours en fait, hein, la forêt par exemple, n'importe quelle forêt est un lieu de fiction. Le paysage est toujours un lieu de fiction. Voilà, on comprend que le paysage, c'est voilà, on dépasse la description, on va beaucoup plus loin que ça. Parler du paysage, c'est instaurer une carte dans laquelle va se dérouler une histoire, où les personnages vont arriver, vont s'établir. Ouais, je pourrais dire presque à l'inverse que écrire, ça revient quand même à instaurer un paysage. C'est plutôt presque dans ce sens-là. C'est-à-dire que je pense que tous les livres, enfin en tout cas les livres que j'aime, ou les livres qui ont compté pour moi, instaurent tous un paysage. Mais alors évidemment, c'est quoi cette histoire de paysage? De quoi est-ce qu'on parle vraiment? Pour moi, je me disais, évidemment que le paysage, c'est pas un décor. Le paysage, c'est pas un décor, c'est d'abord une expérience. Et ça, c'est quand même assez fort. La définition, j'en ai parlé hier, mais c'est vrai que la définition de Gilles Clément du paysage, elle est géniale. Il dit que voilà, c'est ce qui se trouve sous l'étendue de notre regard et de tous nos sens. Donc il y a une dimension d'expérience. Il dit qu'évidemment, c'est ce qui reste quand on ferme les yeux. Et c'est aussi, par exemple, évidemment, pour moi, j'y vois assez l'analogie avec l'écriture et avec le livre. C'est-à-dire que le livre, la lecture, c'est une expérience, et possiblement, c'est ce qui peut rester une fois qu'on a refermé le livre. C'est une espèce de permanence rétinienne, une espèce de persistance. Ça, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que le paysage, pour moi, c'est un espèce de bain organique qui est un peu comme un écosystème. Et si vous voulez, c'est d'abord le rapport que l'on construit avec cet espace. Tout espace peut devenir un paysage pour peu qu'on ait un rapport avec lui. Et ce rapport, il induit l'idée de mémoire, en fait. Voilà, la mémoire d'expérience et de mémoire. Ouais. Moi, on va pas repartir sur les histoires de paysages, tout ça, mais enfin, les lieux sont, qu'ils soient réels ou imaginaires, enfin, bon, c'est pour moi, par rapport à la narration, à la fiction, ce sont des moteurs. Alors, ou bien on est sur place et il déclenche quelque chose, ou bien on n'est pas sur place, ou bien on va les voir, et ça peut être possible, ou bien on les invente. Enfin, on les invente à partir d'une masse d'informations qu'on peut construire sur eux, parce que ils sont des moteurs imaginaires, mais dont il faut voir il faut essayer de reconstituer la réalité concrète, quoi. Il n'y a pas de livre s'il n'y a pas de lieu, s'il n'y a pas d'espace. Après, je pense même que l'espace qui est instauré dans le livre, il conduit la narration. C'est-à-dire qu'il y a il a ses énergies propres, et ses circulations, son énergie, sa lumière, etc. Et ça, pour moi, c'est porteur de récit, évidemment. Donc, ce qui est intéressant toujours dans ces histoires-là, je trouve, c'est de dire que, voilà, de même que le paysage est quand même une expérience et une sensation, enfin, qui reconduit d'abord la primauté du monde sensible, qui est quand même le premier monde. Pour moi, il y a une analogie quand même avec cette histoire d'écrire, qui est quand même d'abord une question de rapport au sensible, et beaucoup plus que dans mon esprit de rapport à l'idée, ou vous voyez, à quelque chose auquel serait raccordé le livre avant qu'il se déploie. Il y a d'abord l'idée quand même que toutes les perceptions
de la sensation. C'est d'abord un espace sensoriel, un livre. Et évidemment que le paysage donne ça. Je trouve que c'est intéressant de rappeler cette notion d'expérience qui est à la fois dans le paysage et dans l'écriture, par exemple. Ça, je trouve que c'est fort de rappeler, parce que, vous voyez, je me souviens vraiment d'une histoire. J'écoutais un auteur américain qui racontait qu'il donnait des cours à des étudiants de littérature, et il lisait un dialogue qui avait été écrit par un de ses étudiants. Il lui dit: écoute, ce dialogue, il est très bien, mais où est-ce qu'il se passe? L'étudiant lui dit: oh, j'en sais rien, je vais voir si ça pourrait peut-être se passer dans un café, ou alors... Et évidemment que tout s'écroule. Il dit: mais le premier monde, c'est le monde sensible. Les choses ne peuvent pas avoir lieu nulle part. Et le monde sensible, c'est... il y a du vent, j'ai froid, j'ai faim. Et ça, c'est quand même cette espèce de premier monde qui est important. Et je pense que le paysage, c'est cette expérience-là. Et c'est une expérience sensorielle, filtrée par le corps. Et finalement, la littérature aussi. L'imagination d'un lieu est redondante avec sa réalité. Moi, je me souviens que pour un livre qui était peu importe, pas mal de scènes devaient se passer en Inde. J'avais décidé ça. Bon, et j'avais un lieu que je m'étais un peu construit comme ça, parce que j'ai besoin de me construire un peu des images. Un lieu qui était simplement une petite route. Plus ou moins en banlieue d'une grande ville indienne, et qui serait plutôt résidentielle. Hein. Bon. Et j'avais une image assez précise, et là j'avais eu envie d'aller voir sur place, et donc j'étais resté 2-3 mois en Inde. Et le premier jour, je suis tombé exactement sur la petite route que j'avais imaginée, et c'était à la fois décevant et rassurant. Elle était exactement comme je l'avais imaginé. C'est-à-dire, au fond, j'apprenais rien, sauf que dans mon esprit, dans mon invention, elle était en pente, et là, elle était plane. Donc, dans l'histoire, j'ai rétabli les situations, elle était plane. Mais au fond, il n'y avait pas tellement de différence. Par contre, après, j'ai pu recueillir plein de choses pendant ce voyage, mais puis quelquefois on n'a pas envie d'y aller. Moi, j'avais fait un livre qui se passait dans le Grand Nord, et j'avais pas envie d'y aller parce que pour des raisons de frilosité. Ouais. Hein, vous n'avez pas pris le brise-glace à tout prix pour aller non, parce que mais là, je pouvais recueillir à la fois des récits de voyage, et puis des images, des films, etc. Puis des sons que m'avait procuré d'ailleurs un ami commun. Ouais. Voilà, un preneur de son à Radio France, Olivier Berotte. Et voilà, Gilles Clément a tout dit. On ne peut pas redire dans cette idée que le paysage est ce que nous gardons en mémoire après avoir cessé de regarder. Eh bien, sans doute, moi, il a fallu que je prenne la distance d'1 an en venant du Venezuela pour pouvoir justement poser, décanter les choses, et que d'une façon plus facile, cette mémoire et ce souvenir puissent se diluer dans une nouvelle écriture. Ça a été la chance, peut-être, cette distance. Et peut-être, d'une certaine manière aussi, je me mets à penser avec vous en pensant à voix haute, mais quelque part, la nature présente des lieux. L'homme en fait un paysage. Et il me semble que Sartre en parle dans Qu'est-ce que la littérature, et il dit, voilà, vous prenez donc un paysage, c'est-à-dire vous prenez un arbre, vous prenez le ciel derrière, vous prenez un petit ruisseau qui part, et puis un nuage qui lézarde comme ça le ciel, et puis la nature présente des éléments isolés. C'est l'œil humain qui va les assembler, qui va en faire un agencement, et qui va faire alors que nous, on voit un paysage et qu'on va pouvoir faire des beaux vers dans lesquels le ciel vient se déverser entre les racines des arbres. Alors, quelque part, oui, ça a été la distance que j'ai pu prendre avec le Venezuela qui m'a permis d'agencer, de composer dans une même syntaxe, des éléments isolés que je voyais d'une façon un peu distante quand j'étais là-bas. Peut-être parce que justement, par paradoxe, j'étais si près.